Je voudrais également remercier les organisateurs, la primature, M. Lo, et Iqbal, Cheikh Omar. Merci beaucoup pour cette introduction qui me fait beaucoup honneur. Et je pense que parler de méfiance du gouvernement par rapport au think tank et aux chercheurs, on a ici l'illustration un peu du contraire, je pense. Où on est un gouvernement qui invite les chercheurs à l'aider à réfléchir et à mieux calibrer les politiques qu'ils formulent, justement pour atteindre les objectifs qu'ils souhaiteraient atteindre pour les populations. Et les think tanks, on en a beaucoup parlé, et il y en a plusieurs types. Et je pense qu'on a entendu déjà une bonne définition des think tanks. Voilà. En écoutant déjà les propos introductifs, le souci d'améliorer les politiques publiques, mais également le souci de répondre aux attentes de plusieurs publics, comme l'a dit M. Sarr. Et donc, je pense que c'est là qu'interviennent les think tanks, en fait. Et comment partir de la recherche pour arriver à faire du packaging et du repackaging de ce qui sort de la recherche pour justement pouvoir répondre à plusieurs types d'attentes. Et je reviendrai un peu plus sur ça. Mais je voudrais, si vous permettez, revenir un petit peu en arrière et faire un petit peu quelques rappels. Parce que c'est connu déjà, mais juste quelques rappels, je pense, qui me paraissent assez utiles. Il y a, on sait évidemment, plusieurs types de recherches et plusieurs types de savoirs qui existent. Et les lieux où le savoir se produit sont nombreux, multiples, diversifiés. Et c'est de la même façon, quand on parle de think tank, je reviendrai là-dessus, il y a plusieurs types de think tank. Mais je voudrais surtout dire que, en fait, ni la recherche et la production de savoir, ni même l'idée d'avoir des boîtes à idées ou des centres, des labos ne sont étrangers à notre continent. Le Codestria va avoir 45 ans demain. Il a été fondé le 1er février 1973. Mais ça, même dans notre histoire intellectuelle, c'est très récent. C'est très très récent. Les premières universités au monde ont été fondées en Afrique. Et il est important de savoir qu'il y en a qui existent encore aujourd'hui qui délivrent des diplômes, notamment Karawin au Maroc, fondé par Fatima Firi. C'est important de le rappeler, c'est une femme. Et Azhar qui délivre encore des diplômes qui est en Égypte. Et puis il y a eu d'autres, on a parlé de Sankoré à Tombouctou, et d'autres centres qui ont existé. Et même au Sénégal, il y a eu beaucoup de centres qui ont existé et qui ont produit des savoirs, qui ont fait des recherches. Et le Codestria, donc, pour parler de lui, a été conceptualisé comme une plateforme, en fait, et un moteur pour les intellectuels africains qui souhaitaient s'engager. Et là, je reprends les propos de Samir Amin, autour de qui, en février 1973, les gens se sont réunis. C'est pour s'engager dans des réflexions indépendantes et audacieuses. Des réflexions indépendantes et audacieuses sur les problèmes du monde contemporain. Donc l'ambition n'était même pas seulement de réfléchir sur les problèmes de l'Afrique, mais sur les problèmes du monde à partir de l'Afrique. C'était ça, et je pense que c'est important de le rappeler aujourd'hui. Alors, en faisant cela, il fallait évidemment surmonter beaucoup d'obstacles. L'un des premiers obstacles ont été en fait la nature des institutions dans lesquelles on opérait, les universités et le centre de recherche, mais également la nature des savoirs auxquels on avait accès, les théories dominantes, etc. Il fallait décoloniser, pour le dire très clairement, les universités, il fallait décoloniser les sciences sociales et les sciences humaines, qui étaient un peu trop occidentalo-centrées, je dirais comme ça, pour ne pas dire eurocentrées, simplement parce qu'ils ont une histoire, quoi. Et tel qu'on les connaît aujourd'hui. J'ai parlé des anciennes universités et des anciens centres de recherche, mais en fait, ce qui s'est passé depuis la Renaissance européenne, et surtout depuis les Lumières européennes, c'est une expansion dans certains types une diffusion dans certains types d'institutions de recherche et de production de savoir, et dans certains types d'universités, mais également dans certains types de recherche et de savoir, et qui nous sont venus de l'Occident, et qui ont en fait éclipsé beaucoup de choses qui ont existé auparavant.
et qui sont devenus maintenant les références principales quoi, en termes de qualité, en termes de ce qu'il faut valoriser, en termes de manière de faire même. Et ça, c'était problématique parce que ce n'était pas des institutions neutres ou des savoirs qui étaient neutres. Ils portaient un peu le bagage lié un peu à leur origine, quoi, un bagage qui n'était pas souhaitable de transférer parce que c'était conçu pour justement servir des intérêts européens, quoi, en fait, au fond. Et même quand on ne le voulait pas, on se retrouvait en Afrique et ailleurs dans le Sud en particulier à reprendre des schémas, à reprendre des manières de faire, consciemment ou inconsciemment, qui étaient un peu marqués par cette histoire-là. Et là, on ne pouvait pas avoir des réflexions indépendantes qui nous permettent de saisir en fait, les enjeux véritables de ce qui se passe aussi bien chez nous que dans le monde qui nous entoure. Et c'est qu'en fait, un bon think tank devrait pouvoir amener à faire par rapport à son public. Alors, on a donc parlé du besoin de décoloniser, de transformer ce qui a été appelé la bibliothèque coloniale, quoi, en fait, au fond. Parce qu'en fait, ça ne faisait pas seulement que de marginaliser le savoir, ça a tué même en fait, le savoir. Il y a des langues qui ont disparu, il y a des savoirs qui ont disparu, et beaucoup de manières de faire ont été abandonnées, justement. Et ça, c'était en fait un appauvrissement à plusieurs titres par rapport à ce qu'on a eu et par rapport aux aspirations que nous nous fixions. Et c'est dans ce contexte donc que le Code Esria est né, et pour justement pouvoir renverser toutes ces tendances-là et faire en sorte que l'on d'abord commence là où le Code Esria opérait, c'est-à-dire les sciences sociales et humaines elles-mêmes, et qui étaient un peu trop favorables par rapport aux visions dominantes, par rapport à l'entreprise coloniale, en fait, au fond. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que parler de relations avec les politiques publiques. En fait, les sciences sociales en Afrique ont assez tôt eu une posture développementiste, si je puis dire. Une fois que l'ambition de participer à la décolonisation réglée, à la construction des nations indépendantes s'est posée comme problème, et le développement s'est posé comme problématique. Et donc tout le monde souhaitait faire en sorte que l'on puisse justement sortir de la pauvreté, de l'ignorance et de tous les problèmes auxquels nos pays étaient confrontés. Donc la problématique du développement et donc forcément des politiques publiques a été implicite ou explicite dans la plupart des cas et assez tôt dans cette histoire-là. Et ça a été expliqué dans plusieurs textes, c'est assez connu comme histoire également. Maintenant, ce qui s'est passé avec les indépendances aussi, c'est que pendant longtemps, on a traîné en fait tous ces bagages-là. Et les politiques, les économies étaient structurées d'une manière qui ne permettait pas justement d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Objectifs de transformation, objectifs de libération, objectifs de développement. Parce que pour beaucoup, on transférait des choses, on empruntait des schémas. Et surtout, on avait une conception du développement qui était une conception en fait de négociation ou de réajustement dans des relations qui étaient verticales en fait au fond. Certains l'ont théorisé d'une manière explicite, les étapes de la pensée économique, ou les étapes du développement économique de Rostow, et d'autres ne parlaient pas d'étapes de développement, ils parlaient de modes de production, mais ça ramenait à la même chose, quoi. En fait, il fallait évoluer. Et dans les deux cas, le premier cas c'était des économistes libéraux, Rostow et les autres. Deuxième cas, c'était Marx et Engels et les socialistes qui avaient d'autres ambitions de transformation sociale. Et dans les deux cas, on disait que l'avenir des pays en développement se voyait déjà dans ce qui sont devenus les pays développés, en fait, au fond. En termes de méthode, c'est Engels, je crois, qui le dit dans Anti-Düring, où il dit que finalement, pour comprendre l'anatomie du singe, il fallait regarder l'anatomie de l'homme. Parce que dans cette histoire-là, c'est l'homme aujourd'hui qui permet de comprendre ce que le singe allait devenir plus tard, quoi. Donc les pays sous-développés, pour savoir ce qu'ils vont devenir après, il faut regarder les pays développés. C'est une conception du développement qui a été dominante pendant très très longtemps, et puis après qui a été remise en cause d'une manière très forte, surtout par les latino-américains, autour de la CEPAL, la Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique latine, et qui ont critiqué justement cette posture moderniste, là, disons, développementiste, qui consistait à concevoir tout le développement du monde selon un schéma qui était identique à celui de l'Europe. Alors, ça a changé, on a beaucoup évolué. Beaucoup de gens ont critiqué ça en Afrique, ailleurs, les Kizerbo, Samir Lamine, Cheikh Anta Diop, beaucoup de gens ont critiqué ça. Mais en fait, au fond, on n'est pas sorti vraiment de ces problématiques-là. Parce que même quand on reconnaît maintenant qu'il n'y a pas que l'Occident, il y a d'autres centres qui ont émergé, les pays émergents en particulier, qui fascinent beaucoup de monde. Mais même quand on regarde les pays émergents, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est évoluer pour atteindre les niveaux qu'ils ont atteints. Dans la plupart des cas, c'est ça. On ne remet pas fondamentalement en cause les modèles de développement de ces pays émergents. Et donc, c'est pour une part
une critique par rapport à la théorie dépendantiste là, qui disait qu'il n'était pas possible de se développer dans le système capitaliste. On a eu la preuve maintenant que c'est possible, comme les autres l'ont fait. Mais en même temps, on n'est pas sorti donc de cette problématique de rattrapage ou d'évolution verticale, de négocier pour évoluer. Bon, c'est mesuré de plusieurs manières, quoi. Et même quand on parle, et c'est là où c'est un peu, à mon avis, c'est sérieux de réfléchir là-dessus, même quand on parle en termes de chaîne de valeur, par exemple, ça c'est un terme cher aux économistes, je suis à côté de certains d'entre eux ici, mais corrigez si je me trompe. Même quand on parle de chaîne de valeur, en fait, on dit qu'il faut qu'on négocie notre relation dans cette affaire-là pour qu'on passe de la production de matières premières, qu'on puisse faire de la transformation, qu'on évolue un peu en faisant de la valeur ajoutée chez nous, plutôt que de produire et exporter les matières premières seulement, quoi. Mais en fait, au fond, ce qu'on fait, la nature de ce qu'on fait ne change pas tellement, quoi. Donc il y a encore toujours cette aspiration d'évoluer dans un schéma qui est déjà tracé. Et même quand on parle de transformation structurelle, en termes qui étaient radicales pendant un temps, qui est repris maintenant un peu partout, y compris au niveau des Nations Unies, on parle de transformer le monde d'ici 2030, ne laissant personne dehors, extrêmement ambitieux comme programme. Et il est formulé dans des termes qui, en fait, au fond, ne nous sortent pas de cette problématique de rattrapage et d'évolution selon des schémas qui sont déjà tracés, quoi. Et à mon avis, c'est là, je pense qu'il faut qu'on fasse beaucoup plus de travail, quoi. Autrement dit, l'appel de quelqu'un comme Joseph Kizerbo, développement, c'est dans la tête des gens. La clé du développement, ce sont dans les têtes des gens. Il faut qu'on s'inscrive dans nos cultures, dans nos sociétés, dans notre histoire et dans nos contexte local et contexte mondial d'aujourd'hui, pour savoir en fait qu'est-ce qui peut marcher pour nous. Et je pense que tout gouvernement, en fait, c'est ça qu'il a intérêt à savoir. Qu'est-ce qui peut marcher pour son pays selon le contexte historique, culturel, etc., dans lequel il se trouve aujourd'hui. Quelles sont les politiques qui accrochent avec les gens, auxquelles les gens peuvent adhérer, et quelles sont les politiques qui, peut-être, à terme, auront un coût qu'on n'anticipe pas maintenant, mais qui pourrait être très problématique à l'avenir. Autrement dit, quand Felwine Sarr, notre ami et frère là, de Gaston Berger, dit que finalement, en fait, il faut qu'on oublie cette histoire de rattrapage là, on n'a personne à rattraper. Hein? Et Afrotopia, c'est un ouvrage à lire. Et en fait, il a raison, il reconnaît qu'avec cette traduction et cette critique-là, je pense qu'il faut rappeler. Quoi. Et je pense que le défi aujourd'hui, c'est donc de reconceptualiser un peu le développement dans ce sens-là et rendre plus riches les contenus qu'on donne à tout ce qu'on fait, en fait, que ce soit gouvernance ou que ce soit la démocratie ou même l'humanisme aujourd'hui. Et en tenant compte de tout ce qu'on en sait maintenant par rapport au modèle dominant, tout ce que la critique féministe nous a appris, tout ce que la critique écologiste nous a appris, tout ce que la critique venant du Sud nous a appris, et tous les critiques contre tous les modes racialistes là, qui ont existé, nous ont appris. En tenant compte de tout ça, là, qu'est-ce qu'on devrait faire en fait au fond? Et Samir Amin le dit très simplement. Lui dit qu'il faut en fait inventer une nouvelle civilisation, que le développement, au fond, c'est l'invention, la construction d'une nouvelle civilisation, plus humaine, plus juste, plus égalitaire, etc., 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 etc. Et ça, et selon lui, et je pense qu'il a tout à fait raison, le développement, même les pays dits développés aujourd'hui ont encore des efforts à faire dans ce sens-là, parce qu'ils ont d'énormes problèmes d'écologie, de marginalisés, etc., etc. Quoi. Et donc le modèle aujourd'hui, il est problématique tel qu'il est, le modèle dominant. Et ça, on le sait déjà, et même les Nations Unies, quand ils parlent de l'agenda 2030, en fait, au fond, c'est le problème qu'ils posent, et même si les schémas qui sont empruntés ne nous sortent pas beaucoup justement de sentiers battus. On n'est pas sûr qu'ils nous amènent là où on doit aller, quoi. Alors, pour les think tanks africains, pour venir à eux, je pense que les défis sont nombreux. Le premier défi, je dirais, évidemment connecté avec les politiques publiques, ça c'est une préoccupation de base qui devrait nous animer tout le temps. Même les institutions qui ne s'appellent pas des think tanks, et aujourd'hui, quand on regarde, on classe beaucoup d'institutions parmi les think tanks, les centres de recherche universitaires, les labos qui ne s'appellent pas think tanks sont mis dedans. Le Codesrien n'a jamais dit qu'il était think tank, mais il se retrouve classé parmi les think tanks parce qu'il fait des choses qui éclairent un peu. Et je pense que quand on est en Afrique, on dit qu'on veut réfléchir, regarder nos sociétés avec nos propres lunettes, comme le disait Cabral, à partir de notre histoire et de notre contexte, et regarder le monde autour de nous après cela. Moi, je le dis très simplement, il faut qu'on sache penser africain, au fond. Et pas d'une manière substantialiste ou essentialiste quelconque, mais on regarde nos sociétés, on regarde le monde à partir de là où nous sommes aujourd'hui.
Et maintenant, ça, c'est ça le grand défi à mon avis. Sur le plan conceptuel d'abord, avec tout ce que j'ai dit, le bagage qu'on traîne, et on a fini avec la colonisation et la décolonisation de la science sociale. Mais en fait, il y a toute une trame dans les sciences sociales et humaines, tout ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée décoloniale, qui est partie de l'Amérique latine, là, avec Aníbal Quijano, et puis Walter Mignolo et les autres, là, Desfogel. Ce qu'on a appris par ces gens-là, c'est qu'en fait, le rapport colonial, un rapport de pouvoir très spécial, en fait, n'a pas disparu avec la colonisation et qu'il est reproduit dans plusieurs sphères de la vie, au niveau international, y compris dans le Sud et dans les pays du Sud. Et ce rapport-là, tant qu'on ne le transforme pas, parce qu'il porte en lui le problème du patriarcat, le problème du racisme, le problème des inégalités, etc., etc., et si on ne transforme pas ce rapport-là, on ne pourra pas construire des sociétés justes, égalitaires, inclusives, comme on le dit. Le vocabulaire est connu, on a les mots qu'on utilise un peu partout. Mais en fait, au fond, comment atteindre ces objectifs-là? Il faut transformer ce rapport qu'ils appellent colonial pour pouvoir justement aller plus loin dans ce sens-là. Et je pense que nous, en Afrique, on a des problèmes particuliers par rapport à cela. Et qui rendent la tâche difficile pour les think tanks africains en particulier, même pour la recherche africaine de manière générale. Et je vais en citer juste quelques exemples. Le premier, c'est qu'au fond, nous, on est dans un milieu qui est extrêmement fragmenté, sur tous les plans, disciplinaires, institutionnels, etc. Il y a une fragmentation extraordinaire de notre continent et qui se retrouve et qui se manifeste de plusieurs manières. Et pour ça que d'ailleurs, CODESREC, quand il a été fondé, l'idée c'était de transcender toutes ces différences-là qui nous séparaient et qui nous empêchaient de réfléchir ensemble et d'avoir une perspective globale et compréhensible par rapport à nos problèmes. Discipline, langue, etc. etc. La deuxième chose, c'est que on n'est pas encore tout à fait libre de la dépendance conceptuelle et paradigmatique, pour plusieurs raisons, parce que de toute façon, il faut que l'une des faiblesses de la recherche au niveau de l'Afrique, c'est justement, on est beaucoup dans la description, on est beaucoup dans, à la fois on collecte les données, on décrit, on n'est pas beaucoup dans l'interprétation ou dans la formulation des grandes hypothèses, dans la théorisation qu'on fait, pour le dire simplement. Et là, il y a beaucoup d'efforts à faire. Et cet effort-là est rendu plus difficile par une autre dépendance, qui est la dépendance tout simplement financière. Et en fait, on dépend beaucoup par rapport à ce qu'on fait, et je pense que c'est heureux de voir la primature justement vouloir revaloriser, je le dirais ça, parce que pour moi c'est ça que j'ai entendu, ce que j'ai lu et ce que je veux retenir, c'est une volonté de revaloriser la recherche et la production de savoir chez nous. Et ça veut dire que donc finalement on invite les gens à venir, mais il faut aussi donner les moyens économiques, financiers, politiques, intellectuels, justement à ces recherches-là de se faire et aux think tanks de pouvoir justement fonctionner. Mais si les think tanks, pour tout ce qu'ils veulent faire, doivent aller chercher de l'argent ailleurs, si les chercheurs doivent aller chercher de l'argent ailleurs, si les universités doivent aller chercher de l'argent ailleurs, on ne peut pas s'attendre d'elles ou d'eux qu'ils produisent justement des renseignements ou des savoirs qui peuvent éclairer en tenant compte en priorité justement nos préoccupations, nos priorités justement au niveau de nos pays. On est obligé de négocier, de faire en sorte qu'on continue à avoir de l'argent à l'extérieur. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que il y a aussi une autre grande difficulté auquel nos think tanks sont confrontés, et la recherche en général, c'est qu'elle est structurée essentiellement pour regarder vers l'intérieur de nos continents et de nos pays eux-mêmes. C'est qu'on ne regarde pas assez le monde qui nous entoure. C'est bon qu'on se regarde à l'intérieur, qu'on se connaisse profondément et notre histoire, mais il faut aussi qu'on ouvre les yeux sur le monde qui nous entoure. Or, quand on regarde les universités africaines, on peut compter le nombre de centres universitaires de recherche qui sont spécialisés sur la Chine. Là, ça change encore. Maintenant, ça change très rapidement d'ailleurs parce que les centres d'études chinois sont multipliés un peu partout. Mais combien de centres y a-t-il qui étudient l'Inde, qui étudient le Brésil, qui étudient l'Europe même, ou qui étudient même la France? Est-ce qu'il y a un centre spécialisé sur la recherche sur la France ou sur l'Europe au Sénégal? Je n'en connais pas. Et le Sénégal n'est pas unique dans ce cas-là. On trouve les centres d'études africaines dans le monde entier. Partout où on va, ils se multiplient rapidement en Chine et ailleurs. Mais notre système universitaire en Afrique n'a pas encore donné assez d'importance justement à la recherche sur nos partenaires. Ce sont nos partenaires, ce sont nos interlocuteurs, ce sont nos collaborateurs. On traite avec la Chine, on signe des partenariats avec la Chine, avec la Turquie, avec l'Inde, avec le Brésil et tout ça.
et sans nous donner les moyens justement de connaître nos interlocuteurs et nos partenaires, en limitant nos possibilités justement de compétir véritablement avec eux. Et ça, je veux dire que même si on se situe dans la perspective néolibérale capitaliste compétitif, dominante aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens justement d'être performant dans ce milieu-là, parce qu'on ne donne pas assez de savoir, on ne fait pas assez de recherche sur ça. Or, moi j'ai pitié, j'ai de la sympathie pour nos parlementaires, pour nos gouvernements qui traitent, qui signent des signatures de retraités avec des institutions, des interlocuteurs un peu partout, et qu'il faut appuyer. La recherche devrait appuyer, informer, appuyer les parlementaires. La recherche devrait appuyer les gouvernements de ce point de vue-là, en produisant des savoirs justement sur toutes les questions complexes qu'ils traitent. Et dernière chose que je voudrais dire, parce qu'il y a plusieurs là, mais je vais en rester. Deux autres choses que je souligner, puis je vais m'en arrêter là. La troisième ou la quatrième, c'est en fait il y a aussi un problème qui est un problème de liberté intellectuelle, qui est un peu le politiquement correct. J'appellerais ça comme ça. Il y a un certain conformisme qui est cultivé, qui limite en fait les possibilités d'avoir une réflexion critique par rapport à ce qui se présente à nous, à ce qui se présente à nos gouvernements. Or, la meilleure manière d'aider nos gouvernements à faire des choix judicieux, c'est de leur donner toutes les options, toutes les informations disponibles. Et pour qu'ils justement fassent faire les choix qu'il faut en pleine connaissance. C'est eux qui décident, ce n'est pas les chercheurs qui décident. Mais en décidant, plus d'éléments ils ont pour décider, mieux ce sera, je pense, les choix qui sont faits. Bon, alors, je ne veux pas donner l'impression aussi que je simplifie un peu ça. Ce n'est pas la qualité de la recherche ou de l'information disponible qui décide en fait des choix qui sont faits. Il y a plein d'autres choses qui interviennent, c'est des rapports, des négociations, des luttes qui mènent. Alors, et c'est pour ça qu'on se rappelle aussi que les think tanks, quand j'ai souligné le mot là, de M. Sarr à côté de moi, des publics divers et donc du packaging divers, c'est que les think tanks servent les gouvernants, les think tanks servent les gens qui sont contre le gouvernement. Il y a des think tanks affiliés à des partis politiques, il y a des think tanks qui sont affiliés à des mouvements sociaux, à des mouvements syndicaux, il y a des think tanks spécialisés sur les questions des femmes, sur les questions de l'éducation, sur les questions de défense ou de sécurité. Et tout ça, ce sont des publics et c'est des groupes, de la société civile, du privé, du monde politique, etc. Et donc il y a tout ça qu'on doit tenir compte en parlant des think tanks. Maintenant, une fois qu'on sait ça, on sait maintenant quel type de think tank dans lequel on s'engage et qu'est-ce que ça veut. En Allemagne, où chaque parti politique a son think tank, ils sont ici à Dakar, Adenauer, Stiftung, ils sont nombreux. Et les think tanks américains, on les connaît aussi, NDI et tout ça, c'est lié au Parti démocratique, il y a le républicain, on a leur think tank, Heritage Foundation, et tout ça, ça existe. Et ça, on évoluera forcément vers ça aussi, au Sénégal et ailleurs en Afrique. Et c'est aussi un des éléments de la démocratie, je pense, auquel il faudrait arriver à s'habituer, parce qu'ils produisent des choses qui alimentent un peu le débat démocratique d'une manière ou d'une autre, qui permet la négociation. Je termine en disant que je pense qu'il y a aussi des difficultés réelles qui sont dans le rapport entre les think tanks et surtout la recherche de manière générale avec le pouvoir et avec les gouvernements. Au-delà de la méfiance, il y a quand même des considérations structurelles qui existent là et des réalités objectives. Et en 2014, je crois, le président Sall a invité les intellectuels ici dans un déjeuner. Et il a eu une formule qui était très très bonne à mon avis, en disant qu'on se rappelle que le temps du politique et le temps de la recherche, ce sont deux choses différentes. Et ça, on ne l'oublie pas. Les intellectuels ne peuvent pas être à la place des politiques. Et si les intellectuels ignorent aussi les considérations pragmatiques ordinaires auxquelles les politiques sont confrontés, le dialogue sera difficile. Et parce que la recherche a besoin du temps, on réfléchit tranquillement et c'est bien comme ça. Parce que si on ne réfléchit pas et dans la durée, on ne fait pas la recherche patiente sur 10 ans, 20 ans, etc., pour pouvoir connaître à fond les sociétés, les phénomènes écologiques, les phénomènes environnementaux, les phénomènes agricoles, etc., on ne pourrait pas être à mesure justement de donner les explications pertinentes quand les crises surviendront. Quand les crises surviendront, les journalistes, là, vous appelez les intellectuels qui peuvent vous expliquer. Ceux qui peuvent vous donner des explications pertinentes par rapport au problème, ce n'est pas ceux qui ont commencé à travailler là-dessus hier ou avant-hier. Donc il faut du temps à la recherche. Il faut financer la recherche et la soutenir et l'encourager à réfléchir dans le long terme et ne pas passer le temps à les critiquer pour ne pas avoir donné les réponses tout de suite par rapport à tout. Une recherche qui se donne comme objectif de donner des réponses tout de suite par rapport au problème d'aujourd'hui ou répondre au problème du marché du travail, là, ce n'est pas une recherche de qualité et elle ne sera pas capable d'aider les décideurs dans la durée. Donc, il faut qu'on sache, comme les Chinois le disent, marcher sur plusieurs jambes, en fait, au fond. Qu'on encourage la recherche de durée et de qualité et qu'on forme les étudiants à ça et qu'on forme les chercheurs à cela, mais en même temps aussi
que l'on sache tirer de la recherche de longue durée les enseignements qui peuvent éclairer les problèmes d'aujourd'hui, et aussi qu'on encourage la recherche appliquée, la recherche qui cherche aussi à trouver des solutions immédiates. Il y a plusieurs types de recherche aussi là. Donc, qu'on ait un système différencié, à mon avis. Et c'est de la même façon au niveau du monde des think tanks. Je pense que là, on se retrouve forcément dans ces cas-là. Et c'est ce qui permettrait donc de tenir compte de ces réalités objectives, du fait que finalement, les décideurs ont des contraintes. Ils ont des impératifs, et ils ont des impératifs de temps, des impératifs d'ordre politique, etc. On peut les aider quand on est conscient de ces faits-là. Et c'est à ce moment-là qu'on pourrait justement faire les contributions, je pense, dans la manière la plus optimale. De la même façon aussi qu'ils comprennent qu'on ne peut pas bousculer la recherche pour l'obliger à marcher au pas et produire quand on veut, ça ne marche pas comme ça. Il y aura des choses qui sont sorties, mais ce ne serait peut-être pas forcément une question de qualité. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je pense que je vais m'en arrêter là pour encore une fois vous remercier de m'avoir donné l'occasion d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup.